Un vol devenu légendaire. Réalisation Igor Bessarabov. Photographie Evgeny Akouratov, Gennady Myakishev et Georgi Serov. Des documents cinématographiques, photographiques et bandes sonores, des archives de l'URSS et des journaux de bord de l'équipage de Tchkalov ont été utilisés dans le film. Studio de films documentaires, Moscou. Le 18 juin 1937, à 4h05, les héros de l'Union soviétique, Valery Tchkalov, Georgi Baïdoukov et Alexandre Beliakov, décollèrent sur un avion ANT-25 pour un vol sans escale, Moscou, pôle Nord, Amérique. Les États-Unis d'Amérique, l'aérodrome de Vancouver le 20 juin 1937. Le monomoteur ANT-25 vient d'atterrir. Des pilotes soviétiques ont réussi pour la première fois dans l'histoire de l'aviation un vol sans escale par le pôle Nord, de Moscou aux États-Unis. La radio américaine commentait ce vol ainsi. On est frappé d'étonnement par le sang-froid, le courage et l'audace ne connaissant aucun obstacle avec lesquels ils ont accompli leur dangereuse mission. Valery Tchkalov salue le peuple américain. Un vol devenu légendaire. Et en été 1975, le comité pour les fêtes du 150e anniversaire de la fondation de la ville de Vancouver invita Georgi Baïdoukov, Alexandre Beliakov et le fils de Valery Tchkalov, Igor Tchkalov, à venir à Vancouver assister à l'inauguration du monument commémorant le vol historique. Nous sommes convaincus, a dit Beliakov, que notre petite participation renforce l'espoir d'une paix commune avec les peuples du monde pour de longues années. Le pilote émérite de l'URSS, Vitkovski, chef pilote de ce vol, déclara aux journalistes que l'avion de ligne Il-62 est le premier à accomplir le trajet jusqu'aux États-Unis en empruntant l'itinéraire de Tchkalov. Répondant aux questions des journalistes sur le vol historique par le pôle Nord, Georgi Baïdoukov a dit « Le grand pilote Post essaya de nous devancer partant de l'Alaska et survolant le pôle Nord, voulant se poser à l'embouchure de l'Oby ou du Yenisseï, mais il périt dans son hydravion. Voilà les difficultés auxquelles nous aurions à faire face. » Le matin du 18 juin 1937, l'aéroport de Shelkovo dans la banlieue de Moscou. Tout est prêt pour le départ. Une foule nombreuse est venue saluer les pilotes au départ. Le constructeur d'avion Andrei Tupolev y était également. Le moment des adieux. L'appareil est mis en marche. Arracher à la terre un appareil lourdement chargé est très difficile. Valery Tchkalov fait un décollage extraordinaire. Le vol a commencé. Et 38 ans plus tard, le même jour, le 18 juin, le jet Il-62 quittait la piste bétonnée de l'aérodrome de Sheremetyevo pour suivre le même itinéraire. Durant 10h45, ils auront à revivre les 63h16 que dura le vol légendaire d'alors. Voici quelques extraits du journal de bord de l'équipe du vol héroïque. Nous ne voyons plus de terre depuis 7 heures.
et Beliakov, comme fait exprès, a cassé le sextant. Où sommes-nous? Nous l'ignorons. Tchkalov est monté à 4000 mètres. À 17 heures, Tchkalov a exigé qu'on le remplace. Nous volons dans les nuages. Soudain, Baïdoukov pousse un cri aigu. Que se passe-t-il? Je regarde. Il y a du givre sur les vitres et les ailes. Le moteur a commencé à vibrer. Les ailes, le stabilisateur et l'antenne se recouvrent de givre à une vitesse diabolique. C'est rageant à en pleurer. Et terrible de penser que l'avion va de suite se transformer en glacier et tomber comme une masse. Le ANT-25 grimpait littéralement mètre par mètre. Il faisait froid dans la cabine, -8. On a mis le chauffage en marche, ça n'a guère aidé. Pas possible de faire le point avec le radiophare à cause de l'antenne givrée. Nous ne volons que depuis 24 heures, mais nous sommes déjà exténués. Apparemment, cela provient de notre séjour prolongé à haute altitude. Il faudrait pomper l'huile, mais elle s'est figée, et c'est maintenant très difficile de le faire avec la pompe à main. Mon pouce est accéléré. Je me suis allongé sur le plancher, j'ai mis le masque, et je me suis endormi, oubliant le pôle Nord et toute la Terre. Quelque chose est arrivé à Beliakov avec le poste radio. Quelque part non loin de là dérivent sur la glace des explorateurs polaires soviétiques, sous la conduite d'Ivan Papanine. Chers passagers, il est 14h11, heure de Moscou. Notre avion survole le pôle Nord. Chers passagers, nous franchissons le pôle Nord. À cause de la nébulosité, je n'ai pas pu déterminer notre vitesse de croisière. Et maintenant, au lieu de crier « Bonjour, sommet du monde », je saisis plutôt le viseur. 118 km à l'heure, ça c'est formidable. Nous volons depuis 5 heures par temps clair. Dommage qu'on n'ait pas d'appareil photographique. Nous allons vers le pôle d'inaccessibilité. Nous sommes les premiers qui auront à traverser ce mystérieux bassin polaire. À droite, nous voyons un nouveau cyclone. Après 30 heures de vol en haute altitude, il n'est pas seulement difficile de travailler, mais même de s'allonger dans le sac de couchage devient chose compliquée. L'avion vole à la hauteur maximum, 5700 mètres. Il est secoué par les courants rapides de la masse cyclonique. Les commandes obéissent mal. L'avion est ballotté comme un copeau de bois. On ne voit rien à travers la vitre avant de la cabine du pilote. Une couche blanche de givre, telle de la porcelaine, a recouvert l'avion. Le givre porcelaine est ce qu'il y a de plus terrible. Le givre est d'une dureté inusuelle. Nous perdons de l'altitude à grande vitesse. Soudain, quelque chose a giclé de l'avant du capot du moteur. Est-ce vraiment la catastrophe? Passant la main à travers la vitre latérale, j'ai commencé à racler avec un couteau le givre de la vitre avant. J'ai regardé par l'endroit nettoyé et j'ai pâli. Le pivot du compteur d'eau n'était plus visible. Cela signifiait que dans 5 à 6 minutes, le moteur serait coincé. Il s'arrêtera et ou bien il volera en éclats ou bien il prendra feu. Je me suis mis à pomper l'eau avec frénésie. La pompe n'amenait pas l'eau. Je crie « Donnez de l'eau, sinon le moteur prendra feu ». Tchkalov et Beliakov coupent les sacs en caoutchouc avec les réserves d'eau potable. Mais il n'y a que de la glace. On verse le thé au citron des thermos. La pompe a commencé à fonctionner. Nous voici sur la rive canadienne. Altitude 3000 mètres. On respire facilement, comme dans une station balnéaire. Baïdoukov et Beliakov affamés s'empiffrent de pommes et d'oranges gelées. Aucune nouvelle n'arrive à bord de l'avion. Au cours de notre lutte acharnée avec le cyclone, nous avons perdu beaucoup de temps, beaucoup d'essence et encore plus de force physique. Mais nous sommes les premiers à faire ce vol. L'histoire ne nous condamnera pas. Au-dessous de nous, des montagnes, les célèbres cordillères. Leur sommet atteint 4000 mètres, ce qui ne permet pas de réduire l'altitude en cas de givrage. Un seul moyen, virer brusquement à droite vers les rives de l'océan Pacifique
puis descendre et se diriger vers le sud le long de la rive. Les réserves d'oxygène s'épuisent, l'essence aussi. Il faut s'en servir avec précaution. Baïdoukov demande qu'on le relaie. Il est pâle et se précipite sur le masque d'oxygène. 46 heures de vol. L'altitude se fait sentir. On ne peut plus rester maintenant plus d'1 heure aux commandes. Tchkalov a commencé à saigner du nez. Beliakov annonce qu'il ne reste plus d'oxygène que pour 1 heure. Enfin, nous avons atteint la côte, on peut réduire l'altitude. Après 2 jours de souffrance et de privation, de manque d'oxygène, nous sommes arrivés dans la région où le givre ne nous effraie plus, les eaux chaudes de l'océan Pacifique. La rive est enveloppée de brouillard. De nouveau, on navigue à l'aveuglette, et de plus, c'est la nuit sur l'océan. La radio se tait. La vitesse est de 135 km à l'heure. De nouveau, le vent nous retarde. Le matin est arrivé. Nous sommes aux États-Unis. Il ne reste d'essence que pour 2 heures, donc il faut penser à l'atterrissage. Nous survolons la ville de Eugene. Du brouillard. Faisons demi-tour vers Portland. Avons commencé à descendre. Il pleut. Nous nous posons sur l'aérodrome militaire de Vancouver. Le petit aérodrome de Vancouver n'est pas destiné à recevoir des avions de ligne à réaction. Le Il-62, qui vola suivant l'itinéraire de Tchkalov, atterrit à l'aérodrome international de Seattle. Le petit avion, mis à la disposition des invités d'honneur par la compagnie Boeing, se dirigea vers l'aérodrome de Vancouver. Parmi ceux qui étaient venus les accueillir sur le terrain d'atterrissage, les pilotes soviétiques virent des visages dont ils se souvenaient. Danny Greco, mécanicien, Jim Smith, pilote, Danny Dale, photographe. Le maire de Vancouver, James Gallagher, salua chaleureusement les pilotes héros au nom des habitants de la ville. Le mécanicien Danny Greco démonta le ANT-25 avant son envoi en Union soviétique. I'm glad to be here today on this special occasion, and I can recall 38 years back of the... Je suis venu ici spécialement pour rencontrer encore une fois les pilotes héros, a dit Danny Greco. J'étais à l'aéroport lorsque les Russes ont atterri. Ce vol a eu une signification colossale et nous le célébrons aujourd'hui avec joie. Le pilote, Jim Smith, transporta l'équipage de Tchkalov de Portland à San Francisco. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau les pilotes soviétiques. Je suis venu spécialement en avion à l'époque pour les rencontrer. Ils m'ont raconté en détail leur vol par le pôle Nord. Beaucoup de ceux qui étaient venus accueillir les pilotes soviétiques avaient apporté avec eux des preuves touchantes de souvenirs. Le photographe Danny Dale a dit « Quand les Russes ont atterri à Vancouver en 1937, je les ai photographiés pour mon journal. » Le temps était le même qu'aujourd'hui, humide et pluvieux. Mais lorsqu'ils revinrent de la maison du général Marshall, où ils s'étaient reposés, le temps s'améliora comme si c'était spécialement pour prendre des photos. La rencontre fut solennelle. Voici la maison du général Marshall, où les journalistes les assiégèrent alors. C'est ici qu'Harold Singleton prit la première interview pour la radio.
J'ai vu comment ils atterrissaient et les ai enregistrés pour la radio juste après qu'ils se soient posés. J'estime que cet événement est important pour nos pays. C'est dans cette maison aussi que Valéry Tchkalov a dit à propos de la Volga et du Columbia. Ces deux grands fleuves se trouvent dans des continents différents, mais ils coulent sur la même planète et sont des éléments du même océan mondial. C'est ainsi que les peuples d'Union soviétique et des États-Unis doivent vivre sur la Terre, pacifiquement, et avec leur travail en commun, embellir l'océan de la vie humaine. Jim Hatton, ancien aide du chef de la garnison, a gardé précieusement le cadeau que lui fit Tchkalov. J'étais ici quand les pilotes russes ont atterri à l'aérodrome. En tant que pilote et constructeur, j'apprécie hautement ce vol et leur transmets aussi l'admiration de mon fils qui est également pilote. J'ai gardé ce sac. Il porte le chiffre 34 et contient la liste des produits alimentaires. J'admire sincèrement ce vol qui est entré dans ma vie et dont je garde la mémoire plus que tout autre événement. Voici des articles de journaux et des photographies. Les aviateurs ont été pris à côté de leur avion. D'autres photos. L'enveloppe d'une plaque de chocolat avec leurs autographes datant de 1937 et les autographes d'aujourd'hui. Les habitants de la ville ont décidé de donner le nom de Valéry Tchkalov à une des nouvelles rues de Vancouver. C'est au fils de Tchkalov, Igor, que revient l'honneur d'inaugurer la rue. En reconnaissant le mérite de Valéry Tchkalov, vous reconnaissez de même celui de notre peuple qui aspirait toujours à vivre en paix et en amitié avec le peuple américain. À Vancouver, des rues portent le nom d'Américains illustres, Lincoln, Eisenhower, Marshall. Et maintenant, il existe une rue au nom russe. Aujourd'hui, les habitants de Vancouver ont déroulé le tapis rouge de l'hospitalité devant les héros russes, écrivait le journal Seattle Post. À la tribune, le maire de la ville, James Gallagher. Le vol par le pôle Nord est resté dans la mémoire de beaucoup de personnes. Et maintenant, il est marqué par un monument. L'inauguration de ce monument est très symbolique pour notre époque. J'espère que nos désirs de coopération se développeront à l'avenir également. Sol Polanski, représentant du State Department. Daniel Evans, gouverneur de l'État de Washington. Et Anatoly Dobrynin, ambassadeur de l'URSS aux États-Unis, dirent que l'amélioration des relations soviéto-américaines avait une base solide, la volonté du peuple. Lecture est faite de la dernière page du journal de bord du navigateur de l'ANT-25. Le mémorial dédié à l'exploit des aviateurs russes est inauguré. C'est à Georgi Baïdoukov de prendre la parole. Votre attitude cordiale a pour base les solides sentiments d'amitié qui existent entre nos peuples.
Et maintenant, toutes les conditions existent pour que notre amitié donne lieu à de bonnes relations d'affaires quotidiennes. J'aimerais transmettre au maire de votre ville, Mr. Gallagher, un modèle de l'avion sur lequel nous avons volé jusqu'ici, jusqu'à votre petit aéroport, il y a 38 ans. Alexandre Beliakov. En souvenir de notre arrivée ici, nous remettons au maire de la ville de Vancouver, pour son futur musée, une série de portraits et de photographies de l'année 1937. La petite ville de Vancouver est devenue aujourd'hui le carrefour des bons sentiments et espoirs. L'ambiance de Vancouver, c'est ainsi que les journalistes qualifièrent l'atmosphère qui régnait dans la ville durant ces journées-là. Washington. Ici à la Maison-Blanche en 1937, le président Roosevelt reçut l'équipage de Tchkalov. Et aujourd'hui, le président Ford présente aux journalistes les pilotes soviétiques. Le président rappela brièvement le vol historique. Ce fut un événement remarquable de notre époque. Le monde entier était en admiration devant l'audace et le courage des aviateurs soviétiques. La bonne chose qui a été faite par les habitants de Vancouver, l'accueil chaleureux fait aux pilotes soviétiques aux États-Unis, sont le résultat de l'amélioration des relations entre l'Union soviétique et les États-Unis, une preuve de leur respect et confiance mutuelle. Notre coopération doit s'élargir pour le bien de nos peuples. Les invités passèrent 6 jours aux États-Unis. 6 jours de rencontres, d'entretiens dans les rues, dans des automobiles, dans des avions. En 1937, l'Amérique salua chaleureusement les hôtes de ce premier vol par le pôle Nord. Et de nouveau, l'Amérique rend hommage aux pilotes soviétiques. Georgi Baïdoukov, Alexandre Beliakov et Igor Tchkalov visitèrent Seattle, Vancouver, Portland, San Francisco et Washington. « 39 ans se sont écoulés depuis le jour où Moscou, enthousiasmé, accueillit ses héros. À l'époque, Valéry Tchkalov s'écria « Oh, pouvoir faire un saut autour du globe !» Et celui qui réalisa le rêve de Tchkalov de faire un saut autour du monde fut son compatriote, le pilote cosmonaute Yuri Gagarin. La poignée de main que se sont donnée dans l'espace les cosmonautes soviétiques et les astronautes américains a confirmé notre décision de vivre sur la Terre pacifiquement et par notre œuvre commune embellir l'océan de la vie humaine. Et ce petit monument sur la terre américaine, un monument au courage, est un symbole de l'espoir en des temps heureux.